Salut les blessés de la course à pied. Bon, avec un titre bien putaclic comme celui-là, je pense que je devrais bien faire une bonne dizaine de vues. Déjà pour commencer, un petit disclaimer. Ce que je suis, alors un coureur avec 20 ans de pratique, avec des entraînements divers et variés, du footing à la sortie longue, d'une dizaine d'heures en passant par des fractionnés aussi improbables que des 10 fois 800, des variations d'allure de 30-30, des allures de 1-2, 1-2-3 en veux-tu, en voilà, des 3 fois 20 minutes, etc., etc. Des distances de course allant de 10 à 400 km, avec le dénivelé qui va avec. Par contre, ce que je ne suis pas, c'est un médecin, un kiné, un ostéopathe, un physiothérapeute, un entraîneur. Mon rapport à la tendinite. Alors, je pense avoir eu à peu près la plupart des tendinites de l'appareil locomoteur, soit de haut en bas, fléchisseur du gros orteil. Alors, là, je vous montre un petit peu. Fléchisseur du gros orteil, c'est voilà, ça passe à côté du tendon d'Achille, pas très loin de la malléole interne, et ça passe sous le pied et ça vient s'insérer au niveau du gros orteil. L'aponevrosite, bon voilà, c'est une espèce de membrane qu'il y a sous le pied aussi. Tendon d'Achille, bon voilà, j'imagine que vous savez de quoi il s'agit. Le tibial ou jambier postérieur, pareil, c'est une saloperie ça, c'est pas forcément bien connu, mais là c'est pareil, ça vient s'insérer dans sa portion haute au niveau du mollet, la partie interne de la jambe, assez profondément. Ça descend, ça court et ça passe enfin derrière, on va dire, derrière et sous la malléole interne, et ça vient s'insérer au milieu pied, au médio-pied, au niveau d'un petit os qui s'appelle le naviculaire, et c'est ce qui forme un peu l'arche du pied. Donc là, c'est vrai, c'est une vraie connerie ce truc aussi. Euh, le fibulaire péronnier, alors c'est un peu comment je veux dire, le symétrique du jambier postérieur. Donc là, c'est plutôt sur la partie externe de la jambe, ou là de l'autre côté, ça passe derrière la malléole externe et ça vient s'insérer sur l'os externe, je me souviens plus de son nom, je crois que c'est le cuboïde ou quelque chose comme ça. Enfin bref, ça vient s'insérer sur le médio-pied, euh, la partie, voilà, un os sur la partie externe du pied. Alors il y en a un deuxième, il y a un court et un long. Le long, il vient s'insérer un peu plus loin dans le pied. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Le tibial antérieur, c'est ça aussi, ça fait mal. Là, et ça fait bien souffrir le tibial antérieur. Ouais, c'est ce muscle qu'il y a sur le devant, là, qui est un peu le muscle de la marche. Alors celui-là, on le rencontre souvent en ultra trail quand on marche et quand on alterne entre marche et course. Donc le muscle, il est là et il vient un peu sur le dessus, là, sur le dessus du coup de pied. Et il vient s'insérer dans le pied. On peut avoir plusieurs tendinites et des fois ça peut arriver quand on serre trop ses lacets par exemple. Et, euh, et sinon ça fait plutôt mal dans les descentes. Euh, donc le tendon rotulien, bah voilà, vous voyez où est la rotule, donc c'est sous la rotule, entre la rotule et le tibia. Le TFL, bon je pense que tous les coureurs à pied connaissent le TFL. Alors juste un petit truc quand même sur le TFL. Faut pas confondre la bandelette qui vient frotter là le long du genou, parce que généralement, quand on parle de TFL en course à pied, c'est bien souvent une douleur latérale du genou, avec le muscle TFL qui est tout en haut, lui qui est plus accroché au niveau de la hanche. Alors cette bandelette, elle est bien accrochée au muscle, etc. Et donc il y a bien le muscle qui tire là. Et tout ce qui est la partie basse, c'est que de la partie tendineuse qui va s'insérer au niveau du genou. Alors on peut avoir une tendinite haute, mais bien souvent, dans la grande majorité des cas, c'est une tendinite basse, enfin celle qui passe, qui frotte sur le genou. La patte doigt, alors c'est pareil, la patte doigt, course à pied, c'est peut-être un peu moins fréquent, c'est peut-être plus fréquent en vélo. Mais moi, ça m'arrive assez souvent dans des trails où il y a beaucoup de dénivelé, où il y a des marches, des grandes marches qui me font pas mal lever la jambe, donc où j'ai une jambe un peu pliée à 90 degrés, donc la patte doigt, c'est ici, là, c'est sur la partie interne. Il y a un diagnostic différentiel qui ressemble un peu à une douleur méniscale, voilà. Donc à ce niveau-là du genou. Il y a aussi le biceps fémoral. Alors le biceps fémoral, lui, c'est de l'autre côté, c'est sur la partie plutôt externe de la jambe. Et ça peut ressembler parfois à un TFL, une douleur un peu voilà, sur le côté du genou.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Donc oui, le moyen fessier, pareil, c'était une vacherie ça. Ou l'insertion haute du TFL, ouais, c'est un peu dans la même zone. Donc c'est au niveau de la hanche et ça peut tourner un peu derrière, sous les lombaires un peu. Et enfin, pubalgie et psoas. Voilà, ça se confond un petit peu, plutôt dans le bas-ventre, du côté de l'aine, ça peut, voilà, ça peut irradier jusqu'au un peu aux adducteurs, par là, ouais. Bon, bref. Et donc sur ces 20 ans de pratique de la course à pied, je suis passé de 6 semaines d'arrêt à une semaine d'arrêt grand max quand la tendinite est bien installée, hein. Je ne parle pas d'un petit début de douleur, je parle vraiment quand j'ai bien forcé, bien insisté sur la tendinite. Alors, bon, ok, j'exclus pas également que ma vitesse de récupération sur les tendinites ou sur les tendinopathies, plutôt, est due à une résistance accrue par 20 ans de pratique, ouais, c'est possible. Mais là, honnêtement, je sais pas le quantifier, alors je vais mettre ça de côté parce que sinon ma vidéo ne sert à rien du tout. Euh, d'abord, les pires conseils ou traitements que l'on m'a donnés et qui non seulement ne servent à rien, mais sont également délétères pour le temps de retour aux affaires. Alors le premier conseil, ou premier diagnostic, arrête 6 semaines. Non mais, sans déconner, je suis accro à la course à pied. 2 jours sans rien faire, c'est déjà une torture. Alors garde ton conseil pourri et trouve autre chose. Bon, sans rire. Outre l'aspect psychologique de la chose, c'est physiologiquement un mauvais conseil. Pourquoi? Parce que le corps s'adapte, dans la mesure du possible, en permanence, aux sollicitations ou justement aux non-sollicitations. Et désolé de vous le dire, mais on n'est pas seul en fait. Il n'est pas complètement propriétaire de notre corps. On vit dans un écosystème en symbiose avec d'autres formes de vie, des bactéries, des organismes immunitaires, etc. Et même dans notre cerveau, il y a des parties dites autonomes, ce qui œuvre en fait pour notre survie, l'optimisation des ressources du corps. Et, et ces process, ces ressources, elles ne prennent pas l'avis du grand architecte que nous sommes, dont l'objectif principal est le retour à la course à pied. Bref, au repos, notre corps répare les traumatismes, micro ou non, mais sans sollicitation à court terme, il répare n'importe comment. Et en tout cas, enfin, plutôt en tout cas, on va dire de manière non optimale par rapport au retour à la course à pied. Ou alors, enfin, en course à pied ou au mouvement qu'on ne fait plus, bien sûr, évidemment, c'est la même chose pour le cyclisme et d'autres sports, ou la natation, etc. Et ce, d'autant plus si la course à pied ou quelque autre sport que ce soit n'a pas été pratiqué dans la jeunesse. Alors ça, c'est important aussi, parce qu'il y a un facteur qu'on appelle épigénétique. Alors qu'est-ce que c'est l'épigénétique? C'est une adaptation qui influence l'expression génétique. Donc pour simplifier, quand on a pratiqué par exemple de la course à pied dans sa jeunesse, ça va modifier l'expression des gènes et en fait notre corps va être un peu plus optimisé pour le retour à la course à pied. Voilà. Alors que cette adaptation se rencontre moins volontiers lorsque l'on a démarré la course à pied beaucoup plus tard. Bon, et pire que ça, hein, que le fait de dire que le corps va réparer n'importe comment finalement la blessure, c'est qu'il y a une fonction, alors cérébrale ou pas, je sais pas, qui est fait pour optimiser la consommation d'énergie du corps. Et donc, ça tend à supprimer ce qui ne sert plus à rien. Et c'est souvent les muscles qui en font les frais. Donc, en résumé, ne rien faire, c'est la fonte musculaire assurée. Le deuxième faux conseil, s'étirer. Alors, la perversité de ce conseil est que bien souvent, on aime être proactif sur la guérison. On n'aime pas attendre que ça se passe, et s'étirer, c'est plutôt simple à mettre en œuvre. Mais en réalité, c'est complexe à bien faire, et il faut être ultra progressif dans cette pratique. Car plus que tout autre mouvement, cela est fortement générateur de blessures. En effet, l'étirement met en tension les muscles et des tendons déjà en bout de course du fait de la position appliquée, et avec zéro protection. Bien souvent, la position d'étirement est en dehors du mouvement de l'effort, ce qui est paradoxal, puisque in fine, on essaye d'étirer un muscle dans une configuration qui n'existe pas dans le mouvement. Enfin, l'étirement est maintenu pendant une durée bien supérieure à ce qu'on produit pendant la course à pied, ce qui est parfaitement inhabituel et asphyxie les tissus. En résumé, on aggrave la blessure. Par exemple, quand on va étirer les ischio-jambiers, on va commencer à sentir un étirement voilà, dans une position avec la jambe complètement allongée, complètement étirée. Bon, à part si on est sprinter ou si on fait du 110 mètres haies, c'est une position qui n'arrive jamais.
Alors pourquoi aller chercher une amplitude au-delà d'un mouvement que l'on ne fait jamais? Non, pas l'intérêt. Donc s'étirer, pourquoi pas, mais en dehors d'une blessure et de manière ultra progressive. Ça doit être un objectif à long terme. Voilà, on ne s'étire pas pour récupérer d'une blessure, on s'étire par exemple pour dire bah ok, j'en ai marre d'avoir l'air d'un vieux papy lorsque je dois passer au-dessus d'un rondin de bois qui est au milieu du chemin. Ok, mais il faut être ultra progressif et surtout pas sur une blessure. Alors quoi faire? Il faut continuer à solliciter les muscles, oui, mais en diminuant l'intensité. Il faut au moins faire ce compromis. Ma recommandation, c'est de s'isoler, alors sportivement bien sûr, une semaine, avec des sorties en endurance fondamentale de 30 à 45 minutes. Il faut mettre également du renfort adapté à la blessure. Et pour ça, je préconiserais plutôt du statique ou du concentrique dans un premier temps. Donc les autres contractions, hein, c'est excentrique, voire pliométrie. Mais là, vraiment, faut bien se connaître, bien connaître sa douleur voilà, pour mettre des contractions de ce type-là, parce que ça peut vraiment aggraver les choses en fait. Donc moi, par exemple, quand j'ai un jambier postérieur, je vous rappelle, c'est une espèce de tendon là qui part du mollet, qui passe sous la malléole interne et qui va s'insérer sous le pied. Ça maintient le pied avec une arche un peu creusée. Et c'est aussi, ça maintient la stabilité du pied justement dans les trails où voilà, on est dans des cailloux, des terrains tout pourris. Donc qu'est-ce que je fais? En équilibre sur chaque pied, par exemple, en variant pied à plat et en pointe, je fais la proprioception. Et je ferme les yeux, par exemple, quand c'est trop facile. Pareil, en pointe de pied, yeux fermés, une jambe levée. Puis enfin, je fais par exemple de la descente contrôlée sur marche. Là, ça permet de faire une sollicitation excentrique, là, quand je sens que, voilà, que ça commence à aller pas trop mal. Alors j'évite la pliométrie, ce que je vous disais, sur un pied, car c'est assez exigeant, par exemple du cloche-pied. Voilà. Alors déjà, si j'ai envie d'en faire, je vais mettre une chaussure, parce que quand j'ai l'habitude de courir des chaussures, refaire du saut à cloche-pied sur un pied nu, en fait c'est hyper sollicitant. C'est vraiment assez exigeant. Et plutôt que donc de faire de la pliométrie du cloche-pied, je vais plutôt privilégier un retour à la course à pied, par exemple en endurance et 15-20 minutes, voilà, ça me paraît bien plus pertinent et ça fait faire un peu de pliométrie douce avec des chaussures. Bon, je vous laisse chercher des exercices de renfort sur le net en fonction de votre pathologie. Il y a des tonnes de propositions à ce sujet sur YouTube. Ouais, vraiment, il y a un tas de kinés qui proposent un tas d'exercices là-dessus, donc j'ai aucune plus-value sur ça. Et, euh, et en fait, finalement, chaque exercice ne va pas être adapté pour tout le monde. Et là, personne ne peut faire le chemin à votre place. Euh, il faut vraiment ressentir l'exercice. Alors quand je dis ça, ça a l'air un peu mystique. Mais moi, ce qui fonctionne avec moi, c'est de sentir que l'exercice gagne mon articulation. En d'autres termes, je pense que nombre de mes tendinites en fait surviennent quand mon articulation devient trop laxe à force de fatigue musculaire. Et la regainer finalement fait disparaître mes douleurs. Voilà, par exemple, quand je fais de la proprioception pour ma cheville ou mon jambier postérieur, j'ai vraiment l'impression de ressentir que voilà, ma cheville se regaine, elle devient un peu plus statique. Et dans les premiers temps, voilà, je suis beaucoup moins bon en proprioception sur le pied voilà, qu'à la tendinite. Alors c'est peut-être dû à la douleur, hein, ceci dit, mais voilà. Euh, Sinon, pour la nutrition, là on entend beaucoup parler de nutrition autour des tendinites. Alors moi ce que je pense c'est qu'à moins que vous mangez que des cochonneries toute la journée, H24, il n'y a pas grand-chose à supprimer. Et non, les tomates ne sont pas responsables de votre tendinopathie, surtout si la veille ou l'avant-veille, vous avez fait une sortie de 5 heures avec 2000 mètres de dénivelé sur de la fatigue. Ou alors si vous avez fait un 10 x 400 au carton, puisque vous ne vouliez pas vous faire distancer par les autres. Bon. Et sinon, boire, voilà, c'est la seule chose intéressante, c'est le seul truc qui fonctionne à court terme. Et enfin, pour un repos productif, il faut bien dormir. Il n'y a pas de mystère, hein. C'est pendant le sommeil que les réparations liées aux sollicitations vont se faire. Parce que voilà, faire du renfort, courir un petit peu, voilà, ça va ressolliciter le tendon. Et puis pendant la nuit, c'est là que le corps est tranquille pour pouvoir voilà, réparer ses blessures. Mes derniers conseils, donc pour guérir votre tendinite, il faut être bien dans sa tête. Il y a un fort aspect psychologique. Et il faut chasser tout le stress. C'est important de ne pas ruminer et pour bien récupérer. Par exemple, un autre sport, c'est une bonne solution.
Pas tant pour garder une pratique cardiovasculaire, c'est bon, autre chose, mais c'est pour continuer à faire ce qu'on aime et générer des endorphines, pour pas se morfondre en fait, hein. Et ce qui est important aussi, je pense, c'est de garder au maximum vos relations sociales et recourir avec des amis, alors mais des amis bienveillants et qui vont pas vous mettre une mine et vous pousser à la faute en fait, hein. C'est pour ça que je conseillais au moins pendant une semaine de s'isoler. Comme ça, quand vous avez envie de marcher, bah, vous marchez. Quand vous avez envie de vous arrêter 2 minutes, bah, voilà, pour vous masser un petit peu, voilà, vous avez cette opportunité. Bon, bah voilà, c'est terminé. J'espère que je vous aurai aidé un petit peu à retourner à la course à pied le plus vite possible. Et ciao!